Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis. Bienvenue mardi 23 juin 2026, alors que les températures affichent du rouge vif. Du rouge vif. Plus c'est haut, plus c'est rouge. Bon, c'est le contraire du marché des crypto-monnaies de la bourse en général. Plus c'est haut, plus c'est la couleur verte. Eh bien, chers amis, moi, quand il fait chaud comme ça, quand mon cerveau bout, et là j'ai déjà trop chaud, il faut trouver des endroits pour se mettre au frais. Moi, mon petit tips, c'est la salle de sport, car c'est ultra climatisé. Ici, chez moi, j'ai chaud. Tiens d'ailleurs, je vais vous montrer dans un instant l'envers du décor. Enfin, l'envers du décor, on va pas faire un 360 degrés, mais vous allez comprendre pourquoi ici, ça peut être le four quand le soleil tape à la fois même le matin et même l'après-midi. Je vous montre ça dans un instant. Mais d'abord, quand mon cerveau comme ça bout, eh bien, j'ai des pouvoirs divinatoires. Ma boule de cristal pour cet été. Je vais les poser sur la table. Je vais vous donner dans cette nouvelle édition du CTB comment j'envisage les choses pour le cours du Bitcoin cet été. Ça va être assez précis en temps et en prix. Forcément, on verra bien ce que fait le marché. Ce sera facile de voir dans 3 mois si j'ai eu raison ou pas, mais de toute façon, vous aurez l'idée générale. C'est-à-dire que je vois à peu près l'été divisé en deux parties. Et dans ces deux parties, il y aura le vrai bottom, car j'estime que le vrai bottom n'a pas été fait. Nous sommes entrés dans la phase de bottomisation. Nous sommes dans la phase finale du bear market. Mais le vrai bottom, j'estime qu'il ne s'agit pas des 59 100 $. Souvenez-vous à l'époque, qu'est-ce qui fait chaud? En plus, j'ai la lumière dans les yeux. Je vous disais de longue date que j'attendais un drop sous 60, il y a eu le drop sous 60, et je pense encore qu'il faut aller chatouiller un peu plus bas, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc, je vais vous donner ma boule de cristal, mon plan d'action pour cet été. Nous allons commencer cette nouvelle édition du CTB par un point rapide, sur Hormuz et le pétrole, la réalité de la reprise, la réalité de la détente du prix du pétrole. La Fed va-t-elle conserver le statu quo, à la différence de la BCE qui joue vraiment au con, permettez-moi d'être un peu vulgaire. Je pense que la Fed ne fera pas cette erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous montrer les bons baromètres à suivre. Dollar américain, potentiellement alerte rouge technique. Et oui, il pourrait donner enfin ce fameux signal de breakout haussier qu'il donne à chaque fois dans les bear markets de Bitcoin, qu'il n'avait pas encore donné. S'il le donne, attention. Mais ça va correspondre à mon scénario, à mon plan pour cet été. Bitcoin, là, j'ai chaud parce que je viens de me faire un café cul sec, ultra chaud. Je bois tout avant de commencer la vidéo. Je prends un gros café comme ça, hop, j'enchaîne direct, j'ai la patate. Mais du coup, ça me fait transpirer. Bitcoin, mon plan pour cet été, ce sera la quatrième partie de cette vidéo. Donc voilà, mais regardez quand même la première partie, hein. Et on va faire un point sur les alts, ETH, BNB. Je vais vous parler des jetons FET et RSR parce que vous me les avez demandé dans les commentaires. C'était les deux jetons les plus demandés. D'ailleurs, n'hésitez pas à encore utiliser les commentaires pour laisser les alts sur lesquels vous souhaitez que je revienne. Tiens, tenez, je vous montre un peu pourquoi j'ai hyper chaud chez moi. Et puis, on attaque le CTB. Bon, voilà, les amis, ça vous permet de voir ce qu'il y a derrière moi. Je peux vous garantir que lorsque le soleil tape, lorsque le soleil vient taper sur tous ces skyscrapers, ces petits gratte-ciel, ça chauffe un mort parce qu'il y a une réverbération et les rayons, ils arrivent direct ici. Donc le matin, je l'ai pas. Déjà, vous voyez, j'ai déjà trop chaud là. Le matin, je l'ai pas. À partir de 15-16 heures, j'ai le soleil qui rentre là, à fond. Et ça tape et ça tape et ça chauffe et ça chauffe et ça chauffe. Alors, ce qui est pas mal, vous voyez, ces baies vitrées là, ça souffle complètement à la perpendiculaire. Donc je peux me faire un courant d'air et avoir de l'air et être bien. Enfin voilà. Donc, ça vous permet de voir dans quelles conditions je réalise ces vidéos. Mais moi, quand même, cette petite vue-là, je l'aime bien. Allez, c'est parti, nous plongeons-nous, sautons. Alors, on va pas sauter là, c'est un peu haut. Nous sautons dans le Cryptos Technical Briefing. Ta méthode crypto tient-elle la route? Chers amis, Crypto Stratège propose un audit gratuit et personnalisé. Le lien est en description, allez-y, foncez, faites-le tout de suite car les résultats sont hyper instructifs en fonction de votre approche actuelle des marchés. Écoutez, c'est simple, je vous le montre, on le fait ensemble. Donc vous allez en description, vous cliquez sur le lien qui vous met vers l'audit Crypto Stratège et vous allez arriver sur cette page. Ta méthode crypto tient-elle la route? 6 questions, 90 secondes, et Will vous enverra votre diagnostic personnalisé en vidéo.
Alors c'est parti, on le fait ensemble. Tiens, tenez, nous allons faire ensemble mon diagnostic personnalisé. Comme ça, je me dévoile un peu. Alors, je ne vais pas aller au bout de toutes les questions parce que vous allez trop me connaître, hein. Il faut que je garde quand même une part de secret, une part de mystère. Vincent Gann, quel est ton objectif crypto? Faire un bon coup rapidement. Non, bien sûr, je déconne. Me bâtir un patrimoine sur le long terme. Vincent Gann, qu'est-ce qui déclenche chez toi tes ventes? Oh, mon envie impulsive de gagner beaucoup d'argent. Non. Eh bien, alors plusieurs choses, bien sûr, j'ai souvent un objectif que je me suis fixé à l'avance. Bah, j'avais même pas lu la réponse, tiens. Mais alors parfois aussi, effectivement, quand il y a trop d'euphorie, je sais qu'il faut sortir. Allez, quand il y a trop d'euphorie, je sais qu'il faut sortir. Troisième question, sur quoi bases-tu tes décisions? Bah, moi, j'ai ma propre méthode d'analyse, donc mes propres recherches à ma sauce. Je n'irai pas plus loin, vous avez au total 6 questions. Lorsque vous arrivez au bout des 6 questions, vous allez recevoir donc un email de confirmation. Et après, le temps que Will, eh bien, construisent votre vidéo personnalisée, vous recevrez par email votre diagnostic vidéo qui ressemblera à ça. Je le lance, Afin de voilà. te faire perdre, entre Et guillemets, plus de donc, temps cela, sur eh ce bien, sujet-là. vous apportera beaucoup d'informations sur votre approche actuelle des crypto-monnaies et ce qu'il faut améliorer ou peut-être simplement continuer de faire. Chers amis, ne perdez pas davantage de temps. Cliquez tout de suite, faites-le. Le lien est en description. Audit votre méthode crypto tient-elle la route? Allez go les amis, c'est parti. Bon, je fais la suite de la vidéo sans webcam parce que j'en peux plus d'avoir l'éclairage dans la figure. Là, c'est pas possible, on crève de chaud, j'ai pas la clim, je sais pas pour vous, mais cette semaine, ça va être vraiment ultra compliqué de dormir. Hormuz, la réalité de la reprise du trafic maritime, 2 grands baromètres. Le premier, bien sûr, le prix du pétrole. Je vous remontre ici la cartographie technique du prix du pétrole. Nous avons donc quitté la zone de choc inflationniste. Voici là, il n'y a pas de sujet. La zone d'alerte rouge aussi. Alors pourquoi j'avais défini cette cartographie technique rappelez-vous, depuis le début du mois de mars? C'est en lien avec l'impact sur l'inflation nominale. Tout ce qui est au-dessus de 80 $, c'est de l'inflation nominale en plus. Alors bien sûr, il faudra du temps pour que l'inflation nominale retombe. Et puis, il y a d'autres aspects. Il y a aussi le coût du fret maritime. OK, très bien. Il n'empêche, d'un point de vue technique, eh bien, les signaux techniques, avant même d'ailleurs l'annonce d'un accord ou même de la signature d'un accord préliminaire entre les États-Unis et l'Iran, il y avait des signaux techniques d'apaisement sur le prix du pétrole. Là, il y avait l'hypothèse d'une structure en diamant. Rappelez-vous, nous en sortons par le sens par lequel nous sommes entrés. Donc ici, le sud, il y avait des signaux d'apaisement technique, notamment du système Ishimoku. Et ici, il y avait un pré-signal fin mai et un vrai beau signal qui a été donné ici le 8-9 juin. Donc, peut-on parler de retour au monde d'avant? Non, mais d'une normalisation, oui. Le retour au monde d'avant, c'est lorsque le prix du pétrole comblera le gap haussier qu'il a ouvert ici le lundi 2 mars entre 67 et 69 $. Il en prend la direction. La réalité de reprise du trafic maritime au sein du détroit d'Ormuz, cela va prendre du temps. Moi, j'aime beaucoup ce portail qui a été réalisé par alors, ce sont les étudiants de l'université d'Oxford, mais c'est un service qui est proposé par le Fonds monétaire international. Donc, c'est une association entre le FMI et l'université d'Oxford et qui compare notamment la moyenne mobile à 7 jours du nombre de bateaux entrant dans le détroit avec ce que fut cette moyenne mobile à 7 jours il y a un an. Alors attention, les données datent du 14 juin. Donc là, le trafic reprend depuis quelques jours. Les informations ne sont pas encore remontées, mais ça va remonter. Mais dites-vous bien une chose, c'est que pour parler de normalisation au sein du détroit d'Ormuz, il faut retrouver une moyenne mobile à 7 jours de trafic entrant de 60 bateaux. Sachant que le vrai retour au monde d'avant, c'est 100 bateaux. Mais le temps que l'outil industriel se relance, que la machinerie, que l'Organisation maritime mondiale puisse remettre en place un trafic continu avec des assurances qui fonctionnent, etc., on considère qu'une fois le seuil des 60 franchi, en fait, il n'y a pas de retour en arrière et que la normalisation est bien engagée et qu'ensuite, bien, les choses se feront étape par étape pour revenir à 100. Donc là, 60, on n'y est pas puisque nous sommes qu'à 3. Alors, les données vont mettre un peu de temps à remonter. On sait que déjà, il y a de plus en plus de bateaux qui commencent à nouveau à rentrer parce que, si vous voulez, il y a une différence entre les bateaux qui attendaient depuis des mois et qui en sortent. Alors, OK, chargés de pétrole, mais une vraie normalisation, c'est des nouveaux bateaux qui rentrent, qui chargent et qui ressortent. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'arrivée des bateaux dans le détroit. Et pour l'instant, eh bien, on peut espérer
un retour à une normalisation d'ici la fin de l'été. Mais enfin, pour l'instant, on n'y est pas, ça reste extrêmement prospectif. La Fed va-t-elle garder le statu quo d'ici la fin d'année? Donc ça, c'est le débat actuel qui est majeur. La Banque centrale européenne, elle, a relevé le taux d'intérêt, a relevé ses 3 taux d'intérêt la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines, pardon. Heu, Ce que beaucoup d'ailleurs considèrent comme une erreur, parce que relever ces taux d'intérêt, alors que certes, il y a une augmentation de l'inflation nominale, mais qui n'est pas liée à une accélération économique, et il y a un choc d'offres. Ce choc d'offres étant en train de va se résorber ces prochains mois. Eh bien, la Fed n'a pas fait la même erreur, puisque la première décision de politique monétaire de Kevin Warsh, eh bien, a été le statu quo. Maintenant, ça y est, ils ont enfin mis sa photo. Voilà, ils ont mis sa photo, c'était pas le cas. Maintenant, le marché est très hésitant. La Fed a eu un discours hawkish, mais elle n'a pas vraiment eu le choix parce que l'inflation nominale rebondit aux États-Unis, ce qui n'est pas encore le cas de l'inflation sous-jacente. Mais le marché, en fait, ne sait pas si la Fed a joué un exercice de communication pour assurer sa crédibilité, ou si elle envisage vraiment de monter les taux d'intérêt, ce qui peut paraître peu probable. Alors sachant que, Kevin Warsh ne décide pas seul, mais quand même peu probable sous la direction de Kevin Warsh qui a pas été nommé par Trump pour monter les taux. Mais en même temps, il faut assurer la crédibilité de la Fed. Alors il se pourrait qu'une hausse de taux passe quand même d'ici la fin d'année si vraiment certains indicateurs l'exigent pour assurer la crédibilité de la Fed. Alors comment s'en convaincre? Moi déjà, vous savez que je pense de toute façon qu'il manque un dernier drop, donc pour Bitcoin, donc au final peu importe si une hausse de taux doit passer pour la crédibilité de la Fed. Mais plusieurs indicateurs peuvent être intéressants à regarder. Alors tout d'abord, lorsque vous regardez l'outil CME FedWatch Tool, ce qu'il faut savoir, c'est que concrètement, le marché, donc c'est basé sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux. Le marché considère qu'il y a une probabilité de hausse de taux dès lors que vous allez avoir pour une date en question une probabilité supérieure à 50%. Donc pour la décision du 29 juillet, il n'y a pas de sujet pour le moment, c'est statu quo. À partir de septembre-octobre prochain, on voit que le marché hésite. Vous avez notamment, par exemple, pour le 16 septembre, 51% de probabilité d'une hausse de taux. Donc 51% de proba, c'est 49 comptes. Donc en fait, le marché ne sait pas. C'est du 50-50. Pourtant, la situation macro l'exigerait, enfin, c'est ce que semble dire le marché, puisque lorsque le taux obligataire américain à 2 ans se situe au-dessus du taux d'intérêt de la Fed, c'est que le marché donne le message, la situation macro exige un relèvement des taux et donc si la Fed ne le fait pas, elle perd en crédibilité. Et si on n'a plus confiance dans le mandat qu'a la Fed, notamment de contenir l'inflation, eh bien derrière, le marché sera sous pression. Sauf que d'ici là, d'ici juillet, d'ici septembre, ce taux obligataire à 2 ans peut retomber. Alors, qu'est-ce qui va compter? La Fed l'a très bien dit lors de la mise à jour de ses dernières projections macro. Et là, pour le coup, c'est un tableau qui a été donc validé par Kevin Warsh. C'est aussi lui qui a écrit à la main son communiqué de presse, qui était d'ailleurs tout nouveau par rapport à ce que proposait Jérôme Powell, qui au passage est toujours dans le FOMC, hein, les deux votes, hein, même si c'est lui le président et qu'il a plus de pouvoir, plus d'impact, les 2 votes. Bon, en fait, ce que nous dit la Fed, c'est que cette année 2026, l'inflation sous-jacente, donc celle qui exclut le pétrole notamment, ne doit pas dépasser 3,3 et bien justement, elle est à 3,3. Alors, elle remonte légèrement avec les événements géopolitiques, mais elle est restée sous contrôle. L'idée, en fait, c'est que cet été, elle ne dépasse pas 3,3 et si elle ne dépasse pas 3,3, eh bien, la Fed sera en mesure de conserver le statu quo, c'est-à-dire laisser son taux à 3,75 d'ici la fin d'année. La Fed aussi a explicitement dit qu'elle regardait le prix du pétrole. Donc là, le prix du pétrole retombe. C'est quand même quelque chose qui est favorable au statu quo. Quant à l'inflation corps, eh bien, dites-vous bien que vous n'allez pas tarder, vous n'allez pas devoir attendre trop longtemps pour une prochaine mise à jour, puisque la prochaine mise à jour, c'est là. C'est le 25 juin. Le 25 juin, c'est quand? C'est ce jeudi. Et on sera encore dans la fournaise à plus de 43 degrés. Quelle horreur, impossible de dormir. Donc voilà, ça c'est pour la Fed. Maintenant, dollar américain, attention, signal technique potentiellement décisif, signal technique potentiellement décisif en train d'être donné par le marché. Il y a de tout temps une corrélation globalement inversée entre le cours du Bitcoin et la tendance de fond du dollar américain, en tout cas dans les précédents bear markets, et en phase initiale des précédents bear markets, donc ici ce fut 2018
et ici, ce fut donc l'automne 2021, le dollar avait donné des signaux techniques haussiers. Et là, il revient au contact de cette zone, donc allez, que je vais situer entre 100 et 102 points. Vous voyez bien ici, donc rejet, la zone des 100-102, rejet, rejet. Là, plusieurs fois agi comme support. Là, on l'a cassé, on drop, et là, on y revient. C'est une zone, si vous voulez, où si le dollar, alors c'est en lien avec les anticipations de la Fed, la macro US, et cetera, mais c'est aussi en lien avec le comportement de l'euro-dollar, de l'USDN et du GBP-USD, j'y viens. Et si le dollar est capable de casser ça à la hausse, il va accélérer en direction des 105-106 points. Et ce 5-6 de hausse additionnelle du dollar américain, eh bien, finalement, ça viendrait en fait correspondre à ce qu'on observait à des moments différents dans les anciens bear markets de Bitcoin. Et donc, ça viendrait correspondre à ce que moi je pense, hein, qu'il manque un dernier drop du cours du BTC pour finir le bear market. Ça pourrait correspondre quelque part cet été à cette poussée du dollar US. Alors, le signal n'est pas donné. Le marché peut tout à fait rejeter ici. D'ailleurs, si je passe en données mensuelles sur le dollar américain face à un panier de devises et j'y ajoute les enseignements du système Ichimoku, on voit aussi que c'est cette grosse résistance, c'est le niveau des 102 points, la SSB mensuelle. Donc là, le dollar peut échouer ici. Mais voilà, ça va probablement d'ailleurs réagir dès cette semaine à l'inflation US PCE Core et puisque c'est ce que regarde la Fed pour savoir si elle va ou pas garder le statu quo ou passer une hausse de taux pour assurer sa crédibilité. Voilà, ça va être un peu l'enjeu du moment. Le dollar revient au contact de ce niveau. Pour que le dollar donne un breakout haussier, en fait, c'est l'euro-dollar qui casse ce niveau, c'est l'USD-yen qui accélérerait ici, et c'est le GBP-USD qui casse ce niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque centrale du Japon peut intervenir à tout moment pour défendre ce niveau. On va voir d'ailleurs si elle intervient cette semaine ou pas, puisque la Banque centrale du Japon s'inquiète énormément de la chute de la valeur du yen. Pour un pays qui importe beaucoup d'énergie, c'est important. Bon, donc vraiment, cette semaine, le signal, et je pense que nous pourrons nous fixer sur la clôture hebdomadaire, verront bien entre le choix du rejet ou le breakout bullish, mais derrière, il y aura vraiment un impact. D'ailleurs, ça met la pression sur le gold pour le moment essentiellement. Donc dollar US vers un signal technique décisif, et oui, c'est probablement le signal majeur qu'il faut le plus surveiller donc cette semaine. Alors, je termine aussi donc pour le toujours sur le dollar américain. Je suis allé voir les données du rapport Commitment of Traders, le Quote Report. Eh bien, les positions acheteuses sur le dollar américain sont au plus haut depuis à peu près, c'est le début de l'année 2025 et quasiment même, on n'est pas loin d'atteindre les positions acheteuses sur le dollar US. Alors, c'est les positions vendeuses euro dollar, hein, je fais la traduction, sont pas loin d'être au plus haut en fait de ce qu'on avait même connu ici et ici. Sauf que le prix est beaucoup plus bas. Donc, nous verrons bien. Là, il y a beaucoup d'achats. Il y a aussi encore beaucoup de positions vendeuses, hein. C'est lorsqu'on regarde le quote report, la position nette est à l'équilibre. Il y a une augmentation des achats dollars, mais il y a aussi une grande partie des traders institutionnels qui restent vendeurs sur le dollar parce que selon eux, le prix du pétrole va faire retomber l'inflation nominale. Donc la Fed, puisque le prix du pétrole retombe, l'inflation nominale va retomber. Donc tout ça va se normaliser, etc., etc. Donc on ne sait pas en fait, et beaucoup ne croient pas dans une hausse de taux de la Fed et croient davantage dans le statu quo. Mais là, en tout cas, d'un point de vue technique, ça pousse et on arrive au contact de ce niveau. Donc on verra bien s'il y a un breakout qui est donné cette semaine. Alors Bitcoin, mon plan d'action pour cet été, moi je continue de penser donc qu'il manque un dernier drop pour le cours du BTC. Par contre, je ne suis pas convaincu que le marché soit déjà en phase de maturité pour réaliser ce dernier drop que je vois davantage au cœur du mois d'août, au cœur du mois d'août, parce que c'est le mois le plus faible en termes de saisonnalité. Je vous remonte la saisonnalité historique du cours du BTC, où juillet a tendance à être un mois plutôt favorable. Par contre, août-septembre, c'est vraiment ici, si vous voulez, où je pense que Bitcoin viendra clôturer son bear market. Alors, est-ce que ça sera 57K, le 61,8 de retracement? Ça peut être aussi, ça peut être effectivement enfin le test du plancher de la loi de puissance qui est aussi à 57K. Le plancher de la loi de puissance est aussi à 57K. 57K, c'est le 61,8 de retracement. 57K, c'est cette fameuse trendline dont on parle depuis longtemps. Elle est là. Hop, j'y vais dessus. On est à 57K. Donc, il y a beaucoup d'éléments techniques qui passent à 57K. Le 61,8 de retracement de l'ancien bull market, le plancher de la loi de puissance, la trendline.
Alors, mon idée, en fait, c'est que ces 57K seront testés, mais pas forcément tout de suite. J'avais dans l'idée, donc là, le marché se cherche autour de la moyenne mobile à 200 semaines, mais qu'il soit capable d'ici mi-juillet, fin juillet, de revenir tester la SMA 200 daily. Donc, vous avez bien qu'ici, vous avez une compression entre la moyenne mobile à 200 semaines et la moyenne mobile à 200 jours. La moyenne mobile à 200 jours qui capte toujours les bear markets, mais sur le très long terme, la moyenne mobile à 200 semaines, qui est ici en bleu, qui attrape, parfois on la travaille un peu, mais qui globalement attrape les fins de bear market. Parfois on fait des mèches en dessous, on peut passer un peu en dessous, mais en divergence et on réintègre. En tout cas, c'est une zone basse. Et là, le marché la teste. Mais je pense qu'il faudra à un moment ou à un autre chatouiller un peu en dessous. Et chatouiller sous la moyenne mobile à 200 semaines, ça peut être justement tester cette trendline, tester les 57K, etc. Donc moi, j'avais dans l'idée en fait que le marché soit capable, d'ici mi-juillet, fin juillet, très difficilement de revenir tester la SMA 200, peut-être revenir tester cette trend, et en août-septembre, faire son dernier drop en lien avec la saisonnalité. Il y a aussi une autre approche qui consiste, c'est l'approche du repeat cycle. Ça, j'aime bien, je regarde ça de temps en temps. En fait, c'est une translation de l'ancien cycle au cycle actuel, mais en alignant ça, en fait, sur le même terrain temporel. Et ça a aussi tendance à projeter quelque chose comme ça. C'est-à-dire un marché qui va être capable difficilement de se reprendre jusqu'à mi-juillet, fin juillet, pour faire le dernier drop, bah justement, lui, il dit: «Ah bah tiens», il dit 57K aussi d'ailleurs, c'est intéressant, sur août-septembre. Ça sera, rappelez-vous, hein, la fourchette, hein, 49-59K, puisqu'il y a des supports on-chain aussi très importants à surveiller à 49-50K. Donc moi, je pense toujours qu'il y aura ce dernier drop entre 49 et 57, probablement donc en quelque part en août-septembre, et qu'il sera en divergence et que là, nous obtiendrons à ce moment-là le vrai bottom. Donc ça, je trouve que, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, ça s'aligne pas mal avec, donc toujours pareil, la liquidité projetée M2, ici la liquidité projetée en y ajoutant le bilan des banques centrales, qui donne plutôt un message, de reprise jusqu'à mi-fin juillet avant de redropper sur août-septembre. Voilà, bon, c'est ça, rappelez-vous, hein, c'est pas une martingale, ça marche que dans 3 cas sur 4, mais je trouve que ça s'aligne pas mal avec le repeat cycle, ça s'aligne pas mal avec la saisonnalité, ça s'aligne pas mal donc avec le M2, donc je trouve ça intéressant. Sachant que voilà, je veux remontrer quand même sur longue période, on va rentrer donc on va rentrer dans la phase, alors là, Bitcoin, on voit qu'il évolue assez largement sous sa moyenne et sous son min, mais c'est parce que en première partie de cycle, il avait largement évolué au-dessus. Un excès toujours corrigé par un autre excès. Mais là, on va rentrer à partir de, voilà, on va rentrer dans cette phase de latéralisation de long terme. Je m'en précis. Voilà, on y est presque. L'été-automne, c'est la phase de bottomisation qui peut prendre différentes formes. On peut très bien d'ailleurs aller au 50K, hein, on peut très bien faire la bottomisation ici, il y a pas de stress. Donc attention. Mais et derrière, beh, voilà, ça va venir valider le cycle de 4 ans et on sait derrière qu'on repart pour 3 ans. 3 ans qui sont plutôt favorables. Là, il y a encore une autre façon d'aligner les cycles, et on voit bien que, bah, voilà, à partir de l'été-automne, c'est vraiment la phase finale des bears et donc ça y est, on va rentrer un peu là-dedans et ça va probablement prendre, cette forme du 49-59K avant de repartir pour 3 ans bullish donc bon, allez, si vous voulez, bon là, c'est simple, de toute façon, on va résumer les choses. Un bear market dure en moyenne 365 jours. On est à 250, voilà. Un bear market dure en moyenne 365, on est à 250. Donc voilà. Je termine par, nos amis les alts, vous m'avez demandé, you ask me to follow FET et RSR, et je vais vous dire les choses suivantes. Donc sur RSR, j'ai un réflexe, moi. Quand on me parle du NAD, j'ai un réflexe. Je ne regarde pas la valeur en USD. Quand vous me parlez du NAD, je ne regarde pas la contre-valeur en USD, je regarde la market cap. Parce qu'attention à la tokenomics, il y a un max de jetons qui continue d'être émis sur beaucoup de jetons. Il y a une dilution énorme. Donc, RSR, ça va être intéressant quand on va revenir tester ce gros support, qui était la fin de l'ancien bear. Et donc, bah voilà, hein, je zoome, RSR. Voilà, la zone d'intérêt, elle est entre 53 millions de dollars et 70 millions de dollars. On est à 79. Donc, je pense que ça peut dropper
dans cette bande ici, avant de se reprendre. En plus, ce sera sûrement en divergence. Donc voilà. Donc là, on est à 79 millions de dollars en market cap. Et le bottom, je le vois entre 53 et 70. Donc je vous laisse faire la traduction en USD. C'est la même chose pour FET. FET, alors FET, je vais vous montrer plus simplement le graphique. Alors FET, c'est l'IA, hein, c'est un token qui fait partie de l'IA, de l'intelligence artificielle. J'aurais tendance, moi, à être à l'aise sur FET, mais après avoir pris cette mèche ici. Vous voyez, c'était alors déjà, vous avez cette grosse trend line là, cette grosse trend line qui passe un peu plus bas. Elle est à 0,11, 0,12. Et en fait, ce serait venir chasser la mèche du drop ici, c'est chez Binance, du vendredi 10 octobre dernier. Donc faites vraiment le prix où je suis à l'aise pour rentrer, c'est 0,11, 0,12. Là, franchement, ouais, je pense 0,11, 0,12, tranquille, pour mettre un petit billet sur FET. Voilà, chers amis, ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing. Merci à toutes et à tous de votre attention.